reçoit le docteur Dominique Fiard, qui est médecin psychiatre et responsable du centre expertise autisme adulte au centre hospitalier de Niort, et qui va nous parler de l'autisme à l'âge adulte, d'une complexité à l'autre. Voilà, c'est un propos absolument passionnant et je lui cède la parole. Eh bien, bonjour à tous. Merci à AFG Autisme. C'est vraiment un plaisir de participer à cette journée. Moi, je vais vous parler de complexité parce que, en fait, c'est le témoignage d'un praticien hospitalier qui travaille dans un centre ressources autisme pour adultes et puis qui, par ailleurs, intervient sur les situations complexes et très complexes, je pense, de tout le territoire national. Alors, d'abord, les éléments de ressources, en fait. Alors, c'est des ressources et en même temps, ça témoigne un peu de la difficulté de s'intéresser à l'autisme, au TSA, etc. Parce que quand on voit tous les travaux qui ont été produits, eh bien, on sent bien que si c'était facile, ça se saurait. Alors, au niveau de l'adulte, il y a quand même des recommandations de bonne pratique. Sur le diagnostic 2011, sur les interventions 2017. Et si je vous les présente, c'est parce que, en fait, ces recommandations, ma foi, elles restent toujours d'actualité. Et je vous encourage à éventuellement y regarder. Alors, ce qui est intéressant, c'est, moi j'ai participé à ces travaux, en fait, on a eu du mal à faire valoir une certaine complexité. Alors, ce n'est pas au hasard, je pense, il y a peu de références à la complexité. C'est que peut-être dans le cheminement de recommandations de bonne pratique, on était sur quelque chose qui était un espèce d'idéal qu'on pouvait développer. Et là, eh bien, quand on commence à parler de quelque chose qui va être difficile, on pourrait imaginer qu'on va être obligé de parler de moyens, et peut-être de moyens renforcés par rapport à des choses qui pourraient être plus simples. Alors la complexité, ça c'est les définitions du dictionnaire, donc il y a deux possibilités, soit ça contient plusieurs éléments, enfin il contient plusieurs éléments différents, et là on voit bien qu'on parle des troubles du neurodéveloppement. Troubles du neurodéveloppement, bon, c'est 2013 à peu près, hein, c'est autisme plus, etc. Et puis quelque chose qui est difficile, et pour ma part, en fait, moi je vois deux difficultés. Une première difficulté au niveau du diagnostic et puis une autre difficulté, les comportements problèmes. Alors, la démarche diagnostique chez l'adulte, d'abord, c'est une matière jeune en termes de médecine, hein, c'est 60 ans, 70 ans de recul à peu près, et c'est toujours en évolution parce qu'on était sur le DSM-4, le DSM-5 et maintenant le DSM-5-TR. Il y a la notion de spectre, vous la connaissez, avec un spectre, si vous en avez vu, en fait, c'est quelque chose, on définit mal les limites d'un spectre, et puis le spectre, c'est aussi le spectre lumineux, avec un petit peu toutes ces couleurs un petit peu différentes, et qui ont été très bien illustrées par les précédents orateurs. Alors là, je m'engage un petit peu, hein, c'est un témoignage, hein, c'est ma conviction, voilà, j'ai une certaine expérience, donc je peux me lâcher un peu. En fait, sur l'autisme, il y a peu d'éléments spécifiques et à l'heure actuelle, c'est une clinique attrape-tout. Je ne vais pas détailler, vous savez à peu près à quoi je fais allusion. Illusion. Ça y est, je dérape. Un autisme ou des autismes. Alors évidemment, il y a l'autisme prototypique. Je vous encourage à relire un petit peu Kanner. Je pense que c'est intéressant, puis de voir où on en est à l'heure actuelle. Il s'est passé un petit peu de... Voilà, il se passe des choses dans la société. Les comorbidités, les pathologies associées, elles ont été un petit peu développées par mes collègues. Et puis, jusqu'à présent, alors moi je parle essentiellement de l'adulte, il y a peu d'outils diagnostiques et pas de marqueurs. Et on a une grande difficulté en fait à faire les diagnostics au niveau des CRA. Il ne faut pas se le cacher. Alors, juste pour vous rappeler qu'en 2011, déjà, il y avait quelque chose de très important qui était nommé. Alors maintenant, on est sur la dyade, mais ça n'a pas beaucoup changé. Mais c'est surtout le niveau développemental
auquel il est fait référence. Parce que vous voyez qu'en fait, cet après-midi, il a été beaucoup question de handicap intellectuel et de pathologie et de troubles associés. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que la chose la plus évidente dans un trouble du neurodéveloppement, c'est que normalement, ça doit être mis en évidence au niveau de la petite enfance. C'est quelque chose qui est assez souvent, je dirais, qui pourrait paraître anecdotique, en fait, quand on a une personne devant soi qui pense qu'éventuellement, elle pourrait appartenir au spectre. Voilà. Je vous dis ça parce que c'est assez marrant de voir qu'en fait, les personnes vont aller sur les définitions, en fait, sur les champs du DSM-5 ou de la CIM-11, mais sans trop prendre en considération qu'il faudrait quand même que dans la petite enfance, on ait repéré un peu quelque chose. L'évolution de la symptomatologie aux différents âges de la vie, ça a été souligné par les collègues. Alors, une fois que j'ai fait cette... voilà, à la limite, je pourrais dire, est-ce que le diagnostic d'autisme ou de trouble du neurodéveloppement... Pour moi, le diagnostic de trouble du neurodéveloppement, c'est plus important que le diagnostic d'autisme à l'âge adulte, en fait. Et puis, une fois qu'on a un diagnostic, qui est en fait un diagnostic catégoriel, Pierre Fourneret nous a parlé de la dimension et de la catégorie. Alors, nous, on est à fond sur la dimension. Et on apprécie beaucoup les petits schémas là, avec un petit peu ces axes. Et on voit bien que les gens qu'on voit, ils ne sont pas qu'autistes, ils ne sont pas que TDAH, ils sont pas... Donc nous, on va essayer de diagnostiquer des troubles du neurodéveloppement, quelque chose qui s'est passé, qui est pas normal à cet âge-là, enfin à l'âge de la petite enfance. Alors, je me sers un petit peu de ce qui a été évoqué là comme un projet là, qui est en cours, là, les unités résidentielles. Alors les unités résidentielles, c'est vraiment l'intervention qui est la plus... qui est vers les champs les plus difficiles autour de la prise en charge de l'autisme. Alors, en général, ces champs-là, en fait, c'est pour des personnes qui ont du handicap intellectuel. On pourrait dire souvent c'est l'autisme profond dont il va être question, mais il peut y avoir aussi la psychopathologie associée. Donc, on aurait autisme et psychopathologie. Alors là, la situation très complexe, elle arrive de façon permanente aux limites de l'accompagnement d'une personne dans des différents lieux communément dédiés à l'accueil et au soutien spécialisé d'adultes en situation complexe. Vous voyez que c'est au-delà de la complexité. C'est ce qui est important au niveau de des indications des unités résidentielles. Et ce qui est important surtout, c'est que ça introduit deux choses, les situations cliniques, la situation clinique de la personne, et puis surtout l'environnement. Et ça nous rappelle la définition du handicap. Situation clinique de la personne, c'est tout ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'en fait, c'est bien rare quand il n'y a pas autre chose qu'un autisme. Les unités résidentielles et troubles du comportement mettent en jeu la sécurité, et je pense que c'est vraiment ce qui va définir la très grande complexité. Les acteurs du soin, je suppose que vous en êtes dans la salle, en fait... Là où ça va vraiment devenir très compliqué, c'est quand on se sent en insécurité par rapport à un accompagnement. Et puis, évidemment, les échecs des stratégies d'apprentissage et des conduites appropriées. En fait, ce qui se passe là, c'est que on a tout essayé a priori, et puis on a une persistance des troubles et on a des difficultés à trouver des habiletés de remplacement, des choses comme ça. Alors, l'inadéquation fondamentale avec les moyens et l'environnement, Étienne Pau, je crois, a fait allusion. En fait, ce qui est difficile, c'est de se considérer, est-ce que en fait, le trouble est sévère ou est-ce qu'il n'est pas sévère ? Évidemment que ça va dépendre de l'environnement dans lequel la personne va évoluer. Et je voulais mettre d'abord l'attente des personnes et de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, si les soignants, si les familles, si la personne elle-même, si elle est en capacité de s'exprimer, en fait, n'est pas en accord avec l'accompagnement, s'il y a un climat, en définitive, qui n'est pas sain, s'il n'y a pas l'alliance avec ces personnes-là, déjà, ça va être très, très compliqué de mettre en place, alors que la clinique est elle-même difficile, en fait. C'est ça le problème. Et puis, on va avoir les PAG, les gosses,
les crédits non reconductibles, tout ça, ça va être des éléments qui vont dramatiser un petit peu la situation. Ça va être très, très compliqué. Et puis, ça va être tellement compliqué qu'on va chercher des milieux alternatifs d'accompagnement. Parce qu'on va dire, oh là là, il faut du répit, il faut quelque chose en fait qui permette qu'on puisse souffler de temps en temps. Alors, moi, j'ai envie de vous dire un petit peu quelle est notre recette, en fait. Et j'ai envie d'aller au plus... J'ai fait un tri, en fait, de ce qui nous paraissait important. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui pourrait aider dans cette prise en charge de situations complexes? Alors, habituellement, dans l'évaluation fonctionnelle, on va des comportements problèmes vers les solutions. Et nous, en fait, voilà, ça c'est en général, on a cette position-là. Alors ça ne dure pas longtemps, en fait. Superman, en général, à un moment donné, je sais plus, c'est plus Superman en tous les cas. Et donc nous, en fait, on est plutôt sur une anticipation, en fait. C'est-à-dire qu'on devrait savoir de quelles ressources on va disposer, quelles sont les solutions. Et puis quand la personne arrive, quand il va y avoir ces comportements problèmes, c'est toujours un petit peu un accident entre, voilà, il y a quelque chose qui se passe qui ne devrait pas se passer, ça peut surprendre, etc. Puis après, ça devient plus fréquent et puis ça devient vraiment une grande difficulté pour la prise en charge. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, et regardez tout de suite, ça, voilà, cette petite blague, bon, qui vaut ce qu'elle vaut. Et en fait, c'est l'idée d'anticiper pour une meilleure adaptation, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait une espèce de panier garni des solutions, et puis à partir de là, on se dirait, bon, bah, s'il y a un problème, on verra ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est le premier message. Alors, moi, j'ai donc, sur 25 minutes, c'est un peu compliqué de parler de tout. Donc je me suis dit, de quoi je vais parler d'abord? La stabilité du cadre de vie. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que quand on est dans un lieu et qu'on se sent bien dans un lieu et qu'on a ses habitudes dans son lieu, alors si en plus on est ritualisé, ce serait sympa de se dire que ce lieu va être un lieu de vie un petit peu plus permanent que mis en cause par éventuellement, je sais pas, une inadéquation ou je sais pas, un droit de retrait, je dis ça au hasard. Donc cette stabilité à considérer que la personne, elle est là où elle devrait être, il n'y a pas d'inadéquation, c'est quelque chose qui va être fondamental. Et puis un nombre réduit d'interlocuteurs, ça vous rendez bien compte que si votre gamin, le matin, il a un prof qui lui fait la méthode globale et l'après-midi, la méthode alternative pour apprendre la lecture, ça va être un petit peu compliqué. Et puis pour les agents, pour les accompagnants, il y a une cohérence à mettre en œuvre. Si on est moins nombreux, je pense que ce sera plus facile que si on l'est plus. Alors dit comme ça paraît simple, mais ce n'est pas ce que je constate, moi, dans les structures médico-sociales. Et en définitive, par rapport à la stabilité, moi, je pense que c'est décisif, en fait, parce que quels sont les objectifs d'un service d'urgence? Un service d'urgence, il va se dire qu'à un moment donné, il va trouver un service d'aval. Quel est l'objectif d'une maison d'accueil spécialisée, d'un foyer d'accueil médicalisé? Eh bien, normalement, ça devrait être de se dire que la personne, elle est là où elle doit être et puis que les personnes autour sont en capacité de l'accompagner. À partir du moment où on va poser l'inadéquation, par exemple, eh bien, en fait, on va introduire le ver dans le fruit, en définitive, et les gens ne vont plus s'occuper de façon valable de la personne et vont se retrouver à se dire « mais ce n'est pas à moi de m'en occuper, c'est à celui qui est à côté, qui a peut-être plus de moyens ou qui n'en a pas, on ne sait pas où la personne pourrait aller, mais en tous les cas, ce n'est pas chez nous qu'elle doit rester. » Donc le fait de se dire que le lieu de vie est un lieu de vie, j'insiste beaucoup parce que c'est quelque chose qui est assez commun des situations qu'on rencontre. Quand les directions disent oh, « de toute façon, il ne devrait pas être là », en fait, s'il ne devrait pas être là, tout l'accompagnement va être parasité par cette image. C'est absolument terrible. Les unités résidentielles, quand on dit il y a une stabilité, c'est le lieu de vie des personnes,
c'est quand même assez fondamental, je pense. Alors là, j'insiste pas là, sur les... Voilà, lieu de vie stable. Ce qui est très important, c'est la gratification des personnels. Ça, c'est les caractéristiques des unités résidentielles. La gratification des personnels, c'est le confort des soignants. Alors, c'est pécuniaire, mais ça peut être autrement. En tous les cas, c'est quelquefois, par exemple, être confronté à une difficulté qu'on arrive à surmonter. C'est quand on a commencé, nous, à accueillir les gens les plus difficiles, que l'équipe s'est sentie le plus à l'aise. Vous voyez, c'est assez bizarre en fait, parce qu'ils ont été forts d'une expérience que les autres n'avaient pas. Et ils se disaient, ben, nous on va essayer, et on a la compétence à essayer. Donc en fait, il y a une espèce de valorisation. Et vous voyez que la valorisation, ce n'est pas que financière. Voilà. Donc ça, la gratification, c'est très très important. Et ça fait, vous voyez que là je parle encore de représentation. Après, il y a des choses, c'est assez commun, ça, en définitive. Mais dans la pratique, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que l'institution, par définition, n'a pas de mémoire. Alors, pourquoi l'institution n'a pas de mémoire ? C'est parce que c'est très difficile d'avoir les observations. Thomas en parlait, je crois. La clinique, est-ce qu'on peut avoir les informations ? Alors, si l'adulte est la petite enfance, pour les parents, c'était il y a 40 ans, il y a 50 ans, je ne sais pas trop. Donc c'est très très compliqué. Or en fait, ça va être déterminant parce que quand on voit cette personne-là qui est un petit peu, qui est cabossée par la vie, on peut pas, enfin, c'est très intéressant de se représenter la personne quand elle était petite, quand elle était petit gamin, etc. Vous voyez ? Et même, c'est intéressant pour l'accompagnement et pour l'investissement qu'on va donner à cette personne, en fait. Ça, ouais. C'est pour ça que les photos, c'est drôlement sympa, quoi, d'avoir les photos de la petite enfance, etc. Et puis, il y a quand même la dernière notion, qui est la notion de compétence de la personne. On voit que des gens déficitaires. Il y a toujours une compétence. Je crois que cette compétence-là, si un jour il y a un item compétence et qu'il n'y a rien de marqué, c'est que ce n'est pas normal. Parce que même un coup de boule, c'est de la compétence. Non, je vous assure. Et quand vous allez le recevoir, vous allez trouver ça tellement sympa que la personne ait de la compétence parce que vous avez envie pour elle. Vous voyez, il y a des trucs qui se passent comme ça, toujours les représentations. Hein. Et ça fera moins mal, je vous l'assure. Et puis des choses évidentes, mais qui ne sont pas réalisées, c'est-à-dire que, est-ce qu'on a les informations ? Alors, normalement, il y a un dossier unique dans les structures. Moi, j'interviens dans 5 structures médico-sociales. Tu as le dossier unique, ça s'interroge. Hein. Et quand on veut une information, là, on ne va pas nécessairement facilement la trouver. Et je ne suis pas sûr que les dossiers patients informatisés aient arrangé grand-chose. La gestion de l'urgence... Ben, si vous avez les bonnes informations, et vous verrez que je vais donner un exemple tout de suite après, eh bien, en fait, ça va être bien plus facile. Et puis, la mise en évidence du manque d'informations, le psychiatre, il devait envoyer dans les 15 jours un courrier, puis il ne l'a jamais envoyé. Et puis la structure, elle ne s'est pas préoccupée de savoir s'il l'avait envoyé ou pas. Et du coup, quand on récupère les dossiers, il n'y a rien dedans. Ça, c'est la vraie vie, hein, c'est pas du baratin. Alors nous, on s'est dit, faut faire une fiche d'évolution des traitements, par exemple. Alors ça ressemble à... Enfin, vous voyez, voilà. C'est avec ça que j'ai commencé, moi, à travailler il y a 40 ans. C'était génial. À l'heure actuelle, dans un dossier patient informatisé, je vous défie dans les... Allez, je vais être gentil, une équipe très compétente. Dans les 2 heures, je vous défie d'avoir des informations sur l'évolution des traitements. Mais purée, c'est fondamental, parce que c'est le seul truc objectif dont on va disposer. Ça, on en est sûr. Le reste, l'environnement, est-ce qu'il a bougé, est-ce qu'il n'a pas bougé, ça, vous n'en savez rien. Mais ça, et alors, en fait, petite référence, on va voir là, c'est un quiz. Alors, c'est de qui, ça ? Et voilà. Vous êtes fort. Donc simple, basique.
Mais ça, je ne le retrouve pas, moi, vraiment, je ne le retrouve pas. Mais c'est fondamental. Oh, ça fait 6 mois qu'il n'est pas bien, ça fait 2 ans qu'il n'est pas bien, ça fait 5 ans qu'il n'est pas bien. Ah ouais, d'accord, mais moi, le truc, c'est... Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là? Vous voyez, c'est le truc évident, parce qu'au moins, voilà, ça, j'ai la base, et puis après, on voit. Bon, communication, compréhension, c'est une telle évidence. La communication, la compréhension, c'est le truc fondamental dans les IME, d'ailleurs. Il faudrait que ce soit un tout petit peu plus, abouti, moi je dirais. C'est-à-dire faire 10 ans d'IME et puis pas avoir les quelques mots, alors picto, gestes, je sais pas quoi, enfin n'importe, voilà, qui peuvent servir dans la vie toute sa vie, en fait, c'est un peu dommage. La journée type, c'est très important. Les stratégies habituelles par rapport au comportement, c'est assez marrant parce que les stratégies habituelles, souvent, quand on interroge, en fait, il n'y en a pas. Alors, ça veut dire qu'au niveau de la cohérence des actions, vous voyez un petit peu comment on peut évaluer des actions par rapport à des troubles du comportement, par exemple, ou par rapport à des comportements, s'il n'y a pas de stratégies qui sont mises en évidence au niveau d'une... Et puis, je vais vous donner un exemple aussi sur... alors, ça, c'est une production un petit peu de l'équipe du Centre Expertise Autisme Adulte. Voilà, c'est une proposition, hein, c'est pas, on n'impose rien, nous. On s'est dit, les échelles de douleur, en fait, elles codent bien des trucs, mais ce n'est pas nécessairement la douleur que ça cote. Alors, je suis d'autant mieux placé que je pense en 2010, on a été peut-être les premiers à insister sur les aspects somatiques pour les personnes handicapées graves ou profondes, intellectuelles graves ou profondes. Et on a très très vite dit, bah, c'est douleur et peut-être confort, en fait. Un problème de douleur et peut-être de confort. Alors, ça code bien des trucs, mais on ne sait pas quoi. Donc nous, on s'est dit, mais en fait, on cote un truc, mais alors on s'est dit, bah, en fait, c'est peut-être des inconforts. Le problème, c'est peut-être les inconforts. C'est-à-dire un caractère désagréable, incommode d'un état dans lequel se trouve quelqu'un ou un groupe. Et on trouve que c'est plus juste, parce que dans la vie, vous voyez, voilà ce qui se passe dans la journée d'une personne. Peut-être des troubles du comportement, peut-être pas. Et puis, là, on a peut-être une première appréciation du confort. Qu'est-ce qui s'est passé dans la matinée? Et puis, c'est pareil pour l'après-midi. Et en fait, il n'y a pas d'ambition. C'est très humble, en fait. On ne dit pas c'est de la douleur. La douleur, ça fait penser à lésion. En fait, voilà, nous, on prône, en complément des échelles de cotation de la douleur, une échelle d'appréciation de l'état de confort global de la personne accompagnée. Alors, elle est géniale parce qu'il y a un seul item. Et ça demande vraiment... Parce que ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous voulez que les équipes ou que les gens qui accompagnent en fait, soient sur un mode sans échec, on y reviendra plus, il faut prendre en considération les moyens dont elles disposent. Donc ça veut dire que moi, si je suis un expert et que je dis « Ah là là, c'est génial, il faut que vous fassiez cet outil-là », il faut que je prenne en considération le fait que c'est à moyen constant. Donc ça veut dire que l'outil qui va être utilisé va peut-être mordre sur quelque chose qui est très bien par ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc comment appréciez-vous l'état de confort global de la personne que vous avez accompagnée pendant une période définie? Et ça peut se coter à tout membre de l'équipe, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir à un moment donné une évaluation d'une rupture de continuité. Et je vous laisserai le soin après de faire l'évaluation fonctionnelle qui permettra de penser à quoi cette rupture de continuité en fait se rapporte. Mais en définitive, je vais vous dire, moi, à un moment donné, quand on a commencé à avoir toutes ces situations complexes, puis qu'en fait on nous disait oh, il n'est pas examinable sur le plan somatique, etc. Mais on a dit mais quand même, il faudrait quand même les examiner parce que de temps en temps on avait des occurrences somatiques. Mais quand en 2010 on a commencé à prêcher ça, on s'est dit il a un problème, il n'est pas bien, il a écrit, il a des troubles du comportement, c'est somatique. Non, c'est pas que somatique. J'entends des fois 80% des troubles du comportement sont somatiques. J'y adhère pas du tout à cette représentation-là. Mais en fait, on est parti de zéro à tout. Et en définitive, c'est vachement bien de s'occuper de la douleur et de l'état somatique des gens, mais enfin,
Si vous avez mal au genou pendant 3 jours et que vous n'avez pas de lésion au niveau du genou, ce qui m'est arrivé, ben, c'est passé et puis voilà. Et donc en fait, vous voyez, c'est bien plus compliqué en définitive et cette simplification pour nous, elle n'est pas valide. J'essaie d'aller vite parce que je sais qu'on est un petit peu en retard. La cohérence d'équipe, être actif ou subir. Si vous êtes cohérent, si vous êtes porté par une dynamique institutionnelle, vous ne subissez pas le coup de boule, vous n'avez pas envie de le recevoir, mais vous êtes actif dans la démarche d'accompagnement et vous êtes prévenu qu'éventuellement vous allez le recevoir. Vous voyez, c'est très important en fait d'avoir l'impression d'avoir son lead, quoi, en fait. Je crois que c'est fondamental pour les accompagnants, les soignants du quotidien. Le mode sans échec. Mais le mode sans échec, c'est surtout si vous avez un nombre d'interventions qui est mesuré. Si vous en avez trop, moi, quelquefois, je vois des plans d'accompagnement des personnes, je dis, mais c'est impossible de le réaliser valablement. Vous voyez ? Donc, en fait, il vaut mieux prioriser un certain nombre d'actions et être sûr. Donc, pour ça, il faut simplifier les interventions. Moi, je pense qu'une bonne intervention, c'est une intervention d'abord simple. Parce que si vous échouez dans vos interventions, si vous, en tant qu'institution, vous échouez, c'est-à-dire que si les uns font d'une façon et les autres font d'une autre, etc., ça va être compliqué. Et puis les attitudes réflexives, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on ne met pas un point final. On ne sait pas. Donc, on met toujours 3 petits points. C'est peut-être ça. Quelqu'un qui me dit « Ah, j'en suis sûr, c'est ça, je le connais bien. » Je n'ai pas envie de bosser avec. Non, vraiment. Vraiment. Alors qu'il dit « Ouais, c'est peut-être ça, il faudrait qu'on voit, on va observer, on va évaluer. » Ah, je le connais bien. Vous voyez, la tonalité, elle est complètement différente. Et ça change tout. Alors nous, on a tout ce que je vous ai dit là, en fait, c'est porté par ça. Bon, certains le connaissent. Et on a fait des répliques avec des versions différentes. Et voilà la dernière version, 3.0, qui est sortie il y a 1 mois, je crois, 2 mois. Donc ça, c'est vraiment ça. Voilà, j'étais presque... J'espérais que la photo des rails, c'était la même que celle de Thomas, parce que j'ai toujours pensé que j'avais un petit quelque chose de Thomas Bourgeron. Mais je m'aperçois que la mienne est peut-être un peu compliquée, plus compliquée que la tienne, je ne sais pas. Hein, on n'en est pas loin, hein, il faudra que tu vérifies. Mais ça m'a... j'étais j'étais ému. Donc on va dire que c'était la même. Voilà. Et tout à l'heure, je vais prendre le TGV. Donc en fait, le TGV, vous voyez, en fait, sans rire, penser la complexité et agir la simplicité. En fait, c'est-à-dire que quand c'est complexe, il faut simplifier. C'est tout con. Le TGV, regardez, je l'ai surpris. 2 heures d'effort avec mon intelligence artificielle. Je l'ai fait il y a 1 an à peu près, mais je me suis dit 2 ans peut-être. Mais je me suis dit, il faut le rentabiliser. Donc, dès que je peux le représenter, je le représente, parce que ça m'a demandé trop d'efforts. Bon, c'est bien, vous êtes encore là. Alors, en conclusion, je me suis dit, mais en fait, si tu avais un message très très simple à donner, mais vraiment le truc qui en probabilité pourrait aider, pourrait peut-être marcher. Je dis bien en probabilité. Ça veut dire, moi, si j'avais à parier, je parierais plutôt là-dessus. Réduire le nombre de lieux de vie simultanés. Toutes les situations complexes qu'on rencontre, c'est 3 accueils différents par semaine minimum. Alors, je comprends, parce qu'il faut que les gens soufflent, etc. Mais c'est une catastrophe. Parce que les apprentissages, ça ne marche pas comme ça. Parce que si je vous dis, toutes les semaines, vous allez avoir 3 endroits où vivre, avec des gens différents qui tournent, et vous ne retrouvez pas les mêmes personnes, mais franchement, ce n'est pas possible, quoi. Donc, dès qu'on réduit le nombre de lieux de vie, on a des résultats. C'est bête, hein. Mais ça veut dire qu'il faut que la structure ou que la famille ou que je ne sais pas quoi, le lieu de vie de la personne, adhère complètement à l'accueil de la personne. Donc le travail, il est là. Homogénéiser les groupes selon le niveau développemental. Alors ça, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas demander à une équipe de travailler avec des niveaux d'intérêt, de communication différents au quotidien, c'est très compliqué. Un firme moteur cérébral, il comprend tout, mais il a l'air de rien comprendre.
et à côté, vous avez des personnes qui ont un handicap intellectuel profond. C'est très, très, très compliqué. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, j'aurais peut-être pu le mettre en premier. L'influence du collectif. Le collectif, c'est le poison, je suis désolé. L'environnement, c'est-à-dire vous avez un environnement, il y a des troubles sensoriels, des particularités sensorielles. Si vous avez 20 000 € à dépenser dans vos structures, mettez-les dans un plafond acoustique avant de faire autre chose. Parce que sinon, ça ne va pas... Enfin bon. Le faible rendement du traitement psychotrope, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas besoin de traitement psychotrope, mais on parlait du tertian, je crois, tout à l'heure. Enfin voilà, enfin, il y a un syndrome de tertian, enfin, de l'argactyle. Mais qu'est-ce qu'on traite en fait? On veut sédater la personne, etc. Il n'y a pas de traitement. Quelle est l'indication en fait? L'indication, c'est des troubles du comportement et qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, c'est même pas l'anxiolyse. En tous les cas, il faut peut-être l'utiliser avec parcimonie. Et puis, si vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage, ça veut dire que si vous n'êtes pas en accord avec les familles, avec l'entourage, c'est même pas la peine. Moi, il y a des fois, je ne suis pas d'accord avec la prise en charge, mais je vais suivre la famille et puis éventuellement, après, je vais lui dire, bon, écoutez, on peut peut-être faire autrement. Parce que de toute façon, ça ne marchera pas. C'est comme ça, en probabilité. Tout ce que je vous ai dit, c'était en probabilité. Et quand vous avez ces 5 points-là qui sont posés, bon, ça se rapporte plutôt à des institutions, il faut être clair. Eh bien, en fait, là, il y a une meilleure efficacité des stratégies éducatives. En fait. Si vous n'avez pas ça, eh bien, les stratégies éducatives, on va dire, ça ne marche pas. Mais non, il faut être dans un bon... C'est la fin, hein. Je sentais que j'avais quelqu'un derrière le dos qui faisait des choses. Et voilà, donc en fait, vous voyez, c'est très très simple tout ça. Et voilà. Merci beaucoup Dominique pour cette intervention et cette invitation à plus de simplicité qui va beaucoup aider toutes les personnes qui sont présentes et notamment nos établissements. Merci infiniment pour cette présentation. Alors, ouais, vous pouvez l'applaudir.